Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de confiance. Avoir des affinités avec quelqu'un, ça suffit pas pour lui donner sa confiance, que ce soit la confiance personnelle ou professionnelle. Donc je vais vous donner trois choses à observer lorsque vous rencontrez quelqu'un. Mais avant de commencer, j'ai une annonce. Aujourd'hui sort Analyse. Analyse, c'est une formation où je vous propose un modèle, le modèle Prisme, pour cerner rapidement une personne dans un contexte professionnel. C'est un modèle que vous pouvez utiliser pour vos rencontres professionnelles et qui peut devenir quasi intuitif. En fait, je pars du constat que des techniques, des théories psychologiques pour comprendre les gens, il y en a plein. Et lorsqu'on se retrouve devant quelqu'un, on n'a pas ce réflexe de vraiment utiliser notre savoir, ce savoir qu'on a cumulé à ce sujet. On se laisse très souvent porter par les conversations, malgré tous les livres qu'on a pu lire sur la psychologie humaine, malgré toutes les vidéos que vous avez pu regarder sur le sujet. Est-ce que pour autant, vous l'appliquez vraiment dans votre quotidien ? Quand vous rencontrez quelqu'un, je pense pas. De temps en temps, il doit y avoir un petit sursaut, un petit rappel d'une technique dont vous avez entendu parler, mais très souvent, déjà, ça arrive trop tard et ça va être brouillon. C'est pas de l'analyse en fait. On ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour cerner une personne, quelles questions se poser, qu'est-ce qu'on doit observer, surtout dans le contexte pro, qu'on soit à son compte ou en entreprise. C'est un environnement où c'est encore plus difficile parce qu'il y a des enjeux et les gens portent très souvent un masque social. Ce sont des mondes où les gens savent séduire, ils savent séduire professionnellement, ils savent montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc il faut savoir aller au-delà de ce que les gens nous présentent. Donc ce que je vous propose dans cette formation, c'est un modèle. Ce modèle, c'est le mien, c'est celui que j'utilise moi-même pour ma vie professionnelle et personnelle, et pour que vous puissiez voir au-delà de ce que les gens vous présentent, pour organiser votre pensée, pour observer au bon endroit. Et le but, c'est pas de brasser de la technique, mais c'est d'avoir un modèle qui sert vraiment dans votre vie professionnelle, au quotidien, que vous pouvez vraiment appliquer et vous approprier. Donc à la base, c'est une formation qui est accessible que via Tremplin, mais du coup vous pouvez la rejoindre aujourd'hui, et vu que c'est un lancement, il y a une promotion pour les premiers inscrits et je répondrai aussi à vos questions dans la formation. Donc le lien est en description pour ceux qui sont intéressés. Allez au moins voir le programme, ça peut vous concerner. Et donc on revient à la vidéo du jour, la vidéo sur la confiance, et la première chose à observer, c'est la façon qu'a cette personne de réagir au conflit. Quand je dis sa façon de réagir au conflit, ce qu'il faut vous demander, c'est quel est le pire de cette personne ? De quoi est-elle capable en cas de conflit ? Jusqu'où emmène-t-elle ce conflit en général ? Est-ce qu'elle nuit à l'image de l'autre ? Est-ce qu'elle implique des personnes non concernées par le conflit pour essayer de trouver du renfort ou du réconfort en se peut-être victimisant ? Est-ce qu'elle menace subtilement ? Est-ce qu'elle ment ? Ça, ce sont des choses qu'il faut observer parce que ce sont des choses auxquelles, en général, on ne veut pas penser quand on rencontre quelqu'un. Mais on est tous différents en fait à ce niveau-là. On voudra voir le meilleur de la personne quand on la rencontre et penser que son pire ne nous concerne pas. Alors que ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais ça peut nous concerner demain. On n'y pense pas quand on rencontre les gens parce que très souvent on les rencontre, on va plus penser à essayer de se faire apprécier d'eux. C'est des gens qu'on a envie de fréquenter, des gens peut-être qu'on admire, des gens même qu'on va aimer. Johnny Depp et Amber Heard, ils se sont aimés avant d'en arriver à se détruire mutuellement leur vie. Quand le conflit éclate, très souvent, on ne découvre pas une nouvelle facette de la personnalité, on découvre une facette qu'on a voulu ignorer. Et le pire dont cette personne est capable, c'est quelque chose sur lequel on est tous différents en fait à ce niveau-là. On a tous une tendance naturelle à emmener le conflit jusqu'à un certain niveau. Certaines personnes vont par exemple systématiquement emmener le conflit au plus haut niveau possible en fait. Le moindre petit conflit, la moindre petite contrariété vont toujours emmener à un niveau très élevé. Ils ne sauront pas s'arrêter et ils peuvent être endurants aussi dans le conflit. Ils traînent des conflits sur des années. D'autres arrêteront le conflit, même s'ils ont raison, même si c'est l'autre qui est en tort. D'autres fuiront le conflit. C'est un reflet du niveau de maîtrise de soi, du niveau d'amertume aussi qu'on est capable de cumuler. On n'a pas tous la même jarre d'amertume au niveau de la contenance. Donc, quel est le pire de cette personne ? Les gens auront toujours les moyens de vous nuire, mais tout le monde ne fait pas le choix d'en faire usage. C'est vraiment le choix de la personne que d'user de tous les moyens dont elle dispose, et même de s'en créer, pour nuire en cas de conflit. Chaque personne a une capacité de nuisance qui est différente. Donc ça, c'est à observer. Ensuite, la seconde chose à observer, c'est son rapport au mensonge. Et la question, c'est pas de savoir si la personne est capable de mentir, parce que tout le monde ment. Ça n'existe pas, un humain qui ment pas. À minima, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, donc qui mentira aux autres de fait. Il triche avec lui-même. Tout le monde ment, mais tout le monde ne ment pas pour les mêmes raisons. Et c'est là que ça devient intéressant. Avant ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit test.
j'aime bien vous faire des tests ou des expériences de pensée et puis ça rend en plus la section commentaires intéressante, c'est plus interactif. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez analyser une vidéo, c'est une vidéo courte, vous aurez juste à vous concentrer 30 secondes. C'est la vidéo d'une jeune fille qui a été reçue par un inspecteur. Donc elle a été témoin du meurtre de ses parents chez elle. Les suspects seraient des cambrioleurs, ils l'ont ligotée elle et ont tiré sur ses parents. Son père a réussi à s'enfuir. Mais on ne sait pas s'il est encore en vie au moment où elle est reçue par l'inspecteur. Et en fait, l'inspecteur, il la reçoit en tant que témoin et victime dans cette affaire. Mais en fait, cette jeune fille, elle ment. Elle s'appelle Jennifer Pan et c'est elle qui a organisé le meurtre de ses parents. Elle a voulu les supprimer de sa vie parce qu'elle supportait plus tout ce qu'ils exigeaient d'elle sur le plan professionnel, toutes leurs exigences concernant ses études, mais aussi sa vie sentimentale. Donc, écoutez la vidéo et essayez de voir comment on peut repérer son mensonge. Parce que c'est avec ces mêmes images que l'inspecteur que vous avez en face d'elle, dans la vidéo, il a réussi à voir qu'elle mentait. Il n'avait pas d'informations supplémentaires. Il avait juste elle qui lui racontait l'histoire. Donc d'abord, je vous mets le passage où elle appelle les secours et lorsqu'elle est reçue juste après par l'inspecteur, observez bien. Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell? In Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. And then I thought I heard them all leave the top floor, and I peered out of my bedroom door, and a guy was there, and he came at me and had string in his hands and tied my arms back and said, "I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is." One of the gentlemen asked my father if he had money in his wallet and where his wallet was. So they took me, because I was next to the stairwell, they took me up the stairs to show them where my father's wallet was, but I didn't know. They had turned the room upside down. I didn't know where his pants were at. Next thing I know, I think I heard my parents going down the stairs, and my mom was asking them for me to come with them. They wouldn't let me come with them. Alors je suis sûre que vous avez été nombreux à essayer de repérer des éléments de langage corporel sur son visage ou autre, et pourtant c'est pas ça qui a permis à l'inspecteur de se rendre compte qu'elle mentait. Il a su qu'elle mentait parce que son histoire était trop logique. Il y avait une logique temporelle dans son récit, c'était trop parfait en fait. Lorsqu'on raconte une histoire qui vient de nous arriver et qu'on la raconte pour la première fois, on fait des retours arrière dans le récit. Les détails nous reviennent au fur et à mesure, donc on est obligé de faire des retours arrière parce qu'on a envie de les préciser, ces détails-là. Donc ce sera un peu décousu. Elle était censée être en état de choc. En état de choc, on a moins de facilité à hiérarchiser les informations par ordre d'importance. Toutes les informations deviennent importantes, on n'arrive pas vraiment à faire le tri, et elle arrivait à suivre la trame de son histoire en fait. Et pendant l'interrogatoire, elle a su feindre les émotions par les larmes, mais elle n'a pas su adopter la logique cognitive qui est associée à cet état émotionnel. Et très souvent, on repère quelqu'un qui ment parce que l'histoire, elle sera trop bien ficelée, elle sera trop parfaite, les phrases sont bien choisies. Le menteur, il va aussi alourdir son propos par plus d'arguments. Il y aura un surplus d'arguments et de détails qu'on n'avait même pas demandé. Parce qu'en fait, le menteur, il ne cherche pas à raconter, il cherche à paraître vrai en racontant. Donc il va ressentir le besoin de renforcer ses propos en faisant plus qu'il n'en faut. Et Jennifer Pan, elle a essayé de rendre son histoire la plus logique possible. Elle raconte cette histoire comme si c'était la 1000e fois qu'elle la racontait. Et pour elle, c'était la 1000e fois. Parce qu'elle a dû l'apprendre par cœur, elle a dû se le répéter 1000 fois dans son esprit. Et elle pensait que l'association histoire logique et la juste émotion, ça allait suffire. Sauf que l'humain n'est pas logique, encore moins quand il vient de vivre un trauma. Et il lui a manqué cette dose d'imperfection humaine en fait dans son récit. C'est souvent sur ce qu'il y a de plus évident que le menteur commettra une erreur. Donc l'inspecteur, il a eu le flair, il a eu des doutes et il lui a fait répéter son histoire sur plusieurs jours, et là, des contradictions ont commencé à naître. Rendez-vous compte que l'inspecteur a compris qu'elle mentait sans aucune information supplémentaire. Vous, quand vous avez regardé cette vidéo, vous saviez par avance qu'elle mentait, je vous l'ai dit. Il vous suffisait donc de chercher des indices qui venaient vous confirmer ça. L'inspecteur, non, il a reçu cette jeune fille comme un témoin, une victime. Il devait ressentir de la compassion pour elle. Elle venait juste témoigner et il a su percevoir ça alors que le contexte, tout lui suggérait totalement l'inverse. C'est fort, je trouve. Bon,
je vous mettrai le lien vers le documentaire sur l'affaire en description. Et je vous ai montré ça parce que j'étais tombée dessus cette semaine, mais dans notre vie quotidienne, on a rarement affaire à ce type de mensonge. Et surtout, ce qu'il faut observer, c'est pas les techniques de mensonge que la personne utilise. Parce que la personne, elle va mentir de cette façon aujourd'hui, elle mentira d'une autre façon demain. Et il y a tellement de façons de mentir qu'on ne peut pas toutes les connaître en fait. C'est intéressant de connaître les techniques de mensonge, forcément à chaque fois, voilà. Mais très souvent, quand on connaît toutes les techniques de mensonge, on les remarque trop tardivement. Ça ne nous préserve pas en fait des futurs mensonges. Et de toute façon, tout le monde ment. Donc ce qui va être intéressant, c'est pas comment cette personne ment, mais pourquoi elle ment. Parce que la probabilité qu'elle mente à nouveau repose sur le pourquoi. Les façons de mentir, on les connaît tous. Par le silence, par omission, la petite phrase bien ficelée, en déformant, ou d'autres techniques que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Les gens mentent de 1000 façons différentes. Mais par contre, ils mentiront toujours pour le même pourquoi, la même raison profonde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est le moteur du mensonge, la psychologie qu'il y a derrière. On ne ment pas tous pour les mêmes raisons. On ment quand ça appuie sur quelque chose qui est profond chez nous. Tout le monde ment, mais chacun se différencie par le mécanisme psychologique qu'il va y avoir derrière son mensonge, sur ce qui le pousse à mentir. Ça, c'est spécifique à cette personne-là, à cette personne que vous allez rencontrer. Il y a ceux qui mentent, par exemple, pour obtenir quelque chose ou pour se soustraire à leurs responsabilités. Donc, ils mentent pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur vie, en obtenant quelque chose ou en évitant quelque chose. Et d'autres vont mentir plutôt sur ce qu'ils sont. Souvent pour fuir le soi. Alors parfois ça va être inconscient, par exemple s'ils sont en tort, ils mentent pour fuir leur culpabilité, pour se convaincre eux-mêmes. Ils entraînent leur cerveau à croire à une histoire que leur conscience pourrait juger acceptable. Ça, c'est le cerveau qui fonctionne de manière à conserver une image positive de soi. C'est pour ça que les gens surestiment souvent leur intelligence ou leur générosité, ou ils pensent être tous objectifs, qu'ils n'ont pas de préjugés, alors que non, en fait, c'est juste que ce sont des caractéristiques désirables, donc notre cerveau triche un peu avec ça. Donc les gens mentent sur ce qu'ils sont parce qu'ils se mentent à eux-mêmes avant tout. Les gens peuvent aussi mentir consciemment sur ce qu'ils sont pour fuir ce qu'ils pourraient lire dans le regard des gens s'ils disaient la vérité, pour masquer une facette de leur réalité. Ça va être le cas de ceux qui mentent en s'inventant une vie, en sublimant leur vie, en modifiant le vrai rôle qu'ils ont eu dans une histoire. Et c'est pas la même psychologie en fait qu'il y a derrière celui qui ment pour se sortir gagnant d'une situation, pour obtenir, et celui qui ment sur qui il est pour correspondre à une représentation de lui-même qu'il veut donner ou qu'il croit être. L'un ment pour l'objet, l'autre pour la relation. C'est pas le même type de personne. On n'a pas tous le même moteur au mensonge. On ment pas tous aussi au même type de personne. Il y a des gens qui vont mentir dans des situations qui impliquent des anonymes, mais qui mentiront jamais à leurs proches. D'autres, ils s'en foutent en fait de la personne, ils sont indifférents à la personne. C'est la situation qui va primer. Donc c'est pas des personnes qui sont sur la même sphère de considération morale. Donc tout le monde ment, mais on ment tous pour des raisons différentes. Et c'est ça qu'il faut savoir identifier. Pas la technique de mensonge, mais la raison profonde. Parce que la raison profonde, elle se répétera sous différentes formes. Donc, contrairement à ce qui se dit en général, moi je pense qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui ment. C'est paradoxal, mais en fait ça va dépendre de la psychologie qu'il y a derrière. Tant qu'on connaît son schéma, on saura l'anticiper. Et il y a des schémas qu'on peut tolérer. Et tout le monde sera amené à mentir au moins une fois dans sa vie. Donc on ne peut pas vivre nos relations avec un filtre d'entrée complètement simplet du type mensonge égale exclusion. Parce que 99% des gens qui vous entourent aujourd'hui sont des menteurs. Mais est-ce que ce sont les menteurs que vous êtes prêts à accepter dans votre vie? Donc à la question est-ce qu'on peut croire quelqu'un qui a déjà menti, la réponse est oui. Ça dépendra de son rapport au mensonge. Donc voilà, pour le mensonge, donc c'est vraiment identifier le rapport au mensonge. Ensuite, la troisième chose à observer, c'est sa quête. Parce que ce sera un indicateur sur ses priorités. On ne peut pas prévoir toutes les situations de la vie, mais on peut prévoir la façon dont les gens vont réagir. Les gens répondront toujours avant tout à leur quête. Et c'est souvent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer à eux-mêmes. Ça peut être vraiment inconscient. Une quête, par exemple, de reconnaissance sociale. Ça peut être une quête spirituelle, une quête intellectuelle, une quête liée à une vengeance sur la vie, une quête de reconnaissance de sa valeur auprès d'une personne en particulier, une personne du passé peut-être, une quête d'ascension économique. Ça peut être toutes sortes de quêtes, mais c'est ça qui va sous-tendre les projets de cette personne, ce qu'elle a prévu pour sa vie pour les prochaines années, ce qu'elle cherche à atteindre. Et ce ne sera jamais vraiment exprimé clairement.
mais ça va sous-tendre tous ces projets. Les projets ne sont que la forme de cette quête. Et c'est pas forcément une quête noble, hein. Les gens vont le traduire en quelque chose de noble pour l'acceptation sociale, mais le mécanisme inconscient, derrière, il n'est pas forcément noble. Et ça, c'est une spéciale de l'humain, hein. C'est sa spécialité de masquer des projets égocentriques par des intentions soi-disant sublimes. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ce sera tout en haut de la hiérarchie des priorités quand il s'agira de décider. Ça prendra toujours dessus, ça justifie les choix fous des gens. Des pères de famille peuvent briser leur famille parce qu'ils veulent répondre à leur quête de reconnaissance sociale, ou même des mères de famille, hein, ça marche dans les deux cas. Peu importe en fait comment ça se traduit dans le quotidien, que ce soit par une progression professionnelle ou autre chose, les gens ont des priorités non assumées, non conscientes, qui sous-tendent leurs actions. Et voilà, ça va être cette quête de reconnaissance, cette vengeance, cette quête spirituelle, autre. Cette quête sera ce qui sous-tendra leur façon de prioriser. Ils chercheront avant tout à répondre à cet intérêt-là, à ce besoin-là. Leur quête passera avant tout. Donc il faut trouver ce qui, en arrière-fond, régit le tout. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai dit qu'entre les années, je vous ferai des vidéos moins préparées, comme celle-là, plus courtes, en mode coffee talk. Bon, sauf que cette fois, j'ai pas de café. Mais voilà, c'était une vidéo qui n'est pas sur le meilleur de l'humain. Mais quand il s'agit de confiance, on est obligé de chercher le versant négatif de la personne qu'on a en face de nous, même si c'est pas agréable. Ça veut pas dire qu'on maintient cette méfiance pendant la relation. Au contraire même, en fait. Quand on a cette méfiance juste au début, on crée un filtre d'entrée pour se protéger. Et cette liste de choses à observer, elle est illimitée. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous observez, vous, pour vous assurer qu'une personne mérite votre confiance. Et voilà, si je devais rajouter un quatrième point à cette liste, ce serait le bon sens. Parce que c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas sur le même niveau de discernement. Si vous n'êtes pas sur le même niveau de discernement, vous ne pourrez pas vous fier à ce que cette personne vous dit. Vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'elle fait, vous ne pouvez pas vous fier à ses jugements, à ses conclusions. Vous n'aurez pas confiance en fait en sa capacité à discerner. La confiance, c'est pas juste s'éviter les trahisons, c'est aussi, est-ce que je peux me fier à ce que cette personne dit? Si la personne, elle manque de bon sens, vous allez passer tout votre temps à lui expliquer la vie, vous allez être tout le temps derrière elle, vous allez être tout le temps à penser pour deux, vous allez tout le temps douter de ce qu'elle dit parce que vous doutez de sa capacité en fait à voir, j'allais dire à penser, c'est mauvais, mais comment en fait est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un qui ne se connaît pas? Comment on peut avoir confiance en quelqu'un qui occulte sans s'en rendre compte 90% des informations que le monde lui envoie? Même dans sa vie personnelle, on ne met pas sa vie entre les mains d'un homme qui n'a pas de bon sens ou d'une femme qui manque de bon sens. Alors pourquoi on le ferait dans notre vie professionnelle? Donc ouais, le bon sens. Le bon sens, c'est en lien avec le niveau de conscience de soi, de connaissance de soi. Si une personne ne sait pas s'auto-évaluer, se définir justement, il y a peu de chances que son jugement sur les situations soit plus fin. Parce que c'est lié. Avoir plus de discernement en général, ça commence par soi-même. Donc, on voit bien que les gens, ils en manquent souvent parce qu'ils finissent par croire à l'image qu'ils pensent renvoyer. On en rencontre tous les gens, des gens qui sont malhonnêtes mais qui vont dire qu'elles sont honnêtes et qu'ils le pensent vraiment en fait. C'est des gens qui ne se connaissent pas, ils connaissent pas leurs motifs cachés, ils s'enferment dans leurs pensées, ils s'enferment dans les systèmes. Les humains fonctionnent en réseau, donc chaque personne s'inscrit dans plusieurs systèmes, des systèmes d'humains. Chaque humain est comme une galaxie en fait, avec les différents systèmes auxquels il appartient, et chacun de ces systèmes va façonner ses jugements et l'image qu'il a de lui-même. Et peu de gens en fait savent s'extraire de ça, donc voilà, ça manque de discernement et de bon sens. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, et pour ceux qui s'intéressent donc à mes méthodes d'analyse, vous savez que vous pouvez aller plus loin, vous avez la formation analyse. Je vous la mets en description et je vous dis à bientôt.